BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et toujours un immense plaisir de vous retrouver. Vraiment, je le dis sincèrement, ça me fait plaisir. À chaque fois que je rentre dans le studio, je me dis tiens, je vais passer un bon moment. Bon, il faut dire que les invités sont top. Alors c'est votre argent, c'est votre week-end. Ça va être une émission exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle parce que toutes les semaines qui se passent sont exceptionnelles. Il y a des événements exceptionnels. Et tout ça a un impact sur votre vie quotidienne, sur l'économie et sur votre argent. On va parler de tout ça, évidemment, sans langue de bois, avec de bons coups de gueule. Je ne sais pas si je vais pas l'enlever, parce qu'il n'y a pas de coups de gueule, en fait. Finalement, les gens sont très consensuels. Aujourd'hui, on va voir si c'est mou. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas en forme, hein, vous allez me le dire. Mais vous le savez, en tout cas, pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut? Ça n'a pas changé. Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Je crois que c'est la partie de l'émission que je préfère. Henri IV voulait la poule au pot pour tous les Français. De Gaulle, l'accès au capital de leurs entreprises. Sarkozy, l'accès à la propriété immobilière. Lui plaide pour un accès au private equity pour tous. C'est Grégoire Saint-Hill. Quelle lignée, c'est fabuleux. D'Henri IV à Sarkozy en passant par De Gaulle, c'est fabuleux. J'espère que je ne vais pas finir comme la poule au pot, mais effectivement, c'est un sujet majeur. Vous êtes président fondateur de NextEdge. Vous nous dites rapidement ce que fait NextEdge? Oui, absolument. NextEdge, c'est une plateforme de capital investissement qui, dont le cœur de métier, c'est l'investissement en fonds propres dans des PME de croissance et innovantes. On s'est créé en 2002. Aujourd'hui, c'est 6 milliards d'actifs sous gestion au total, directement et indirectement. Donc la vie est belle. Et on a le bonheur d'accompagner tous les jours des entrepreneurs passionnants qui créent de la valeur en innovant, en se développant à l'étranger et en rachetant des concurrents. Et c'est un métier formidable. Donc tout va bien. Bon, elle... je sais pas quoi dire, hein. Elle est présente depuis des mois, semaine après semaine, sur ce plateau, sans même se déplacer. Ça, c'est la classe. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de venir. Elle est là. Elle a en effet dominé le classement des gérants en 2020. Gardera-t-elle sa couronne en 2021? The Queen. Alice Labou, oulala, présidence de Trescent OM. Vous avez fait un carton, hein? C'est vrai, il faut reconnaître que c'était très belle. C'est vrai, je suis très fort. Non, franchement, c'est super, bravo. Hein. Je suis très contente et c'est vrai que ça montre bien en fait la puissance des thématiques dans ce monde absolument diffus et très diversifié sur les secteurs. On rappelle vos thématiques, hein, et les thématiques qui ont fait un carton l'année dernière, c'était quoi? La santé et la robotique, l'intelligence artificielle, le digital, et je pense que ça n'est pas fini. Ouais, il faut dire que quand même avec le Covid, c'est vrai que et la robotique et la santé, c'était pas mal. Oui, c'était plutôt une bonne, encore bravo, on va voir si 2021 va être une bonne année pour vous. Eh ben, je l'espère, on va tout donner. Les médias se l'arrachent. Et maintenant, les banques se l'arrachent. Plus gros transfert de l'histoire de la finance, le Mbappé de l'économie et du culturisme, Christopher Dembicq, c'est un peu ça. Mais on voit que vous avez changé de coiffure, maintenant c'est plus clean, hein, ça rigole plus. Il n'y a plus de crête, il n'y a plus de cheveux verts, tout ça c'est terminé. Vous êtes associé directeur chez Berenberg. Berenberg, vous nous dites en deux mots ce que c'est? Banque d'investissement allemande avec à la fois corporate, différentes entités, donc qui est basée essentiellement à Londres. Parfait, mais heureusement, vous pouvez venir à Paris de temps en temps pour nous voir. Pendant que certains tournent en rond, et oui, d'autres font des ronds dans l'eau, d'autres des ronds de jambes, et elle dirige un cercle, un grand cercle. C'est Valérie Pagnol, qui est une grande présidence du grand cercle des épargnants. Comment ça va, Valérie? Ça va très bien, Marc. Ils sont contents, vos épargnants, là? Bah écoutez, pour l'instant, ils sont contents, ils sont un peu inquiets, je vous en reparlerai. Mais ils sont un peu inquiets, ils dorment sur 200 milliards, ils ont mis 200 milliards de côté. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de ce pognon? Dites-leur à vos épargnants de mettre tout ça dans l'économie réelle. On en reparlera. Regardez, vous avez NextEdge là, qui investit dans des entreprises. Il faut y aller là. Ah, il faut leur donner confiance. Allez, on parle tout de suite des banques centrales et des gouvernements. Dis-moi pourquoi j'en fais trop. Alors avant, il y avait l'économie, il y avait un truc qui s'appelait le capitalisme, c'est-à-dire qu'on avait, quand il y avait une crise, il y avait des emplois qui disparaissaient, des entreprises qui disparaissaient, et puis quand il y avait une reprise, il y avait des emplois qui se créaient, et puis des entreprises qui se recréaient. Mais ça, c'était avant. Maintenant, c'est fini. Les banques centrales et les gouvernements ont décidé que tout ça, c'était terminé. Elles jouent donc aux apprentis sorciers. Elles refont l'économie à leur manière. Est-ce qu'elles en font trop, Christopher Dembicq?
Non, puisque aujourd'hui le choix qui est un choix d'abord politique, c'est tout simplement qu'on n'accepte pas le chômage, en tout cas pas le chômage de masse comme on a pu l'accepter par exemple il y a une dizaine d'années cela. Donc finalement les banques centrales et de facto sont en coordination avec les gouvernements pour éviter ce spectre-là. Ce qu'il faut rappeler, c'est que très clairement on avait toujours l'habitude, dans l'histoire des banques centrales il y a eu plusieurs périodes et cette période-là est indéniablement nouvelle où on revient un peu aux années 50, notamment si on regarde à ce qui se passait aux États-Unis. Vous aviez à l'époque une coopération très étroite entre le Trésor américain et la Banque centrale pour s'assurer notamment que la reprise d'activité puisse aller de manière en tout cas douce, en bon état. Et on est à peu près dans le même schéma aujourd'hui. Simplement, on rajoute le monde a un peu changé quand même. Oui, mais on est dans le même schéma de coopération. Ouais, okay. Et on rajoute à ce schéma de coopération qui existait par le passé, tout simplement le fait qu'on ne tolère plus du tout le chômage, qu'on ne tolère plus, en tout cas, un accroissement trop fort des inégalités. Donc, on va essayer au maximum de limiter. Ça ne veut pas dire, malgré tout, que la thématique des inégalités croissantes, qu'elles soient perçues ou réelles d'ailleurs, n'en soit pas une à moyen long terme. Mais en tout cas, les banques centrales font leur maximum avec les États pour limiter cet aspect-là. D'accord, c'est-à-dire c'est pas simplement le chômage qu'on n'accepte plus, c'est les faillites d'entreprises, c'est les renouvellements. Et justement, Alice Labou, si on veut avoir des secteurs comme les vôtres, il faut qu'il y ait des disruptions, c'est-à-dire qu'il faut que des entreprises, si on laisse vivre des entreprises dans des entreprises zombies. Oui, la destruction créatrice d'une certaine manière, c'est une nouvelle vague, mais en réalité, mais on n'a pas ça. C'est quand même ce qui se passe. On voit des sociétés qui déclinent en termes de chiffre d'affaires parce qu'elles ne sont pas assez innovantes et malgré les aides, à terme, elles ne tiendront pas. C'est-à-dire très clairement, on voit que c'est par l'innovation et par le progrès technique que l'industrie se renouvelle et malgré les aides qu'on met en place, de toute façon, ça devrait continuer, peut-être plus lentement, mais c'est certain que ça va se mettre en place encore. Grégoire Santil, vous, je sais que vous avez beaucoup milité pour les plans de relance, pour les investissements de relance. Oui. Et vous ne trouvez pas qu'on en fait trop? C'est-à-dire que vous ne trouvez pas qu'on est en train de transformer tout ça en assistanat? C'est toujours un équilibre complexe à trouver, mais si on prend 3 pas de recul, est-ce qu'il vaut mieux ça ou est-ce qu'il vaut mieux sombrer dans le cycle de Kondratiev classique, c'est-à-dire il y a une récession, il y a un chômage massif, il y a une montée du populisme, et à la fin, ça se transforme, ça se finit toujours. C'est un peu exagéré. Non, c'est pas exagéré. C'est pas exagéré. Je pense qu'on veut pas regarder l'histoire et ce qui s'est passé. Et voilà, ça fait 70 ans qu'on n'a pas eu de conflit dans le monde occidental majeur, et donc ça a des vertus. Donc, est-ce qu'il faut que se poursuive le processus de destruction créatrice qui est cher à notre cœur et qu'on n'arrête pas? La réponse est oui, évidemment. Mais je crois que le fait qu'il y ait eu un mouvement aussi massif de la part de l'ensemble des banques centrales, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est aussi bien la BCE que la Fed, que la Bank of England, que la Bank of Japan. Maintenant, on n'est plus au même niveau, parce que tout le monde ne sort pas de la crise de la même façon, mais on en reparlera avec Valérie. Mais c'est l'enjeu, là, on a cautérisé, et on a prévenu la partie crise financière et la partie crise de trésorerie, avec tout l'impact économique et social derrière, et là maintenant, tout l'enjeu, c'est le plan de relance et la bataille des fonds propres. Et donc, vous ne pensez pas qu'on en fait trop? Vous ne dites pas, on fait du soutien, on fait de la relance, on veut plus de chômage. Maintenant, il faut qu'on passe à la partie relance. Plan 2, relance. Valérie, j'avoue que ça me fait un peu peur, dans le sens où j'ai l'impression que c'est comme si on voulait jouer avec la vie, c'est-à-dire on veut plus de morts, quoi. Donc c'est un peu la même chose que dans le sanitaire. Ça tient en partie au caractère particulier de cette crise. Elle a été provoquée en partie par les États eux-mêmes en mettant l'économie sous cloche. Donc, quelque part, ils étaient bien obligés de compenser ce qu'ils étaient en train de provoquer. Et c'est ce caractère temporaire sur lequel ils s'appuient pour être aidés par les banques centrales d'un côté et faire ce qu'ils font de l'autre. Le problème, c'est que les banques centrales, effectivement, comme l'a dit Christopher, ça fait un moment qu'elles sont parties du côté du soutien de l'économie. Donc elles avaient quelque part les outils pour le faire et la doctrine pour le faire, mais elles en ont rajouté beaucoup. Et alors le débat se pose clairement aux États-Unis au Congrès, puisque les 1900 milliards que propose Biden aujourd'hui rencontrent cet obstacle en disant mais regardez, l'économie repart, on va avoir une croissance, la Fed d'Atlanta dit on va avoir 9,5% de croissance cette année. À quoi ça sert? À quoi bon? Et de l'autre côté, effectivement, vous avez une banque centrale qui a d'autres objectifs, qui dit aujourd'hui le taux de chômage certes a baissé, mais il est parvenu au niveau d'avant-crise, et les minorités sont particulièrement délaissées, et elles ont un taux de chômage beaucoup plus important, et nous on joue comme ça. Je comprends, mais là c'est leur rôle. C'est bien la question. On va en parler tout à l'heure, mais est-ce que c'est leur rôle? C'est la question. Est-ce qu'on n'est pas au concours de Miss France? C'est-à-dire qu'on peut pas, on donne l'impression aujourd'hui, et là je suis pas tout à fait d'accord
avec vous, Grégoire, on donne l'impression aujourd'hui que les gouvernements et les banques centrales peuvent tout faire. Et là où je suis pas d'accord, c'est que je pense que le jour où elles vont être bloquées, on va en parler tout à l'heure, là, il peut y avoir des tensions sociales. Parce que là, les gens vont dire, mais attendez, vous nous demandez de faire des économies, vous nous demandez de travailler plus longtemps pour la retraite, sauf que vous êtes capable de créer 1000 milliards pour n'importe quoi. L'enjeu, on le voit bien, c'est comment est-ce qu'on prévient d'abord pour éviter que tout se casse la figure. Parce que et ça, c'est un plan de soutien. Donc ça, c'est un plan de soutien. Mais comme dans une opération chirurgicale, il peut y avoir plusieurs phases. Hein. Ouais. Et donc maintenant, il y a une deuxième phase qui est le plan de relance et comment est-ce qu'on mobilise massivement l'épargne disponible qui n'est plus rémunérée et qui a le potentiel de s'investir dans l'économie. Et on voit bien que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en Chine avec le plan des 13 000 champions cachés ou que ce soit avec le plan des 1900 milliards de Joe Biden, l'enjeu, ça va être le plan de relance. Et le plan de relance, on sait que ça passe par des fonds propres. Moi, je pense vraiment que tant qu'on n'a pas une hausse généralisée des prix significative, c'est-à-dire de l'inflation, et qu'on est dans une situation où l'économie continue à fonctionner, je ne vois pas très bien pourquoi. En fait, on arrêterait justement cette situation d'être dopé à la liquidité. Et je pense qu'on va continuer. Les nouvelles théories monétaires, d'ailleurs, laissent sous-entendre, alors on n'y croit pas, mais ça montre quand même assez bien que le prisme, le paradigme est en train de changer. Oui, c'est ça qui me fait peur. Mais Christopher, moi je raisonne par grandes masses, je ne suis pas économiste, mais je me dis, si en France, par exemple, il y a 200 milliards ou 150 milliards d'épargne supplémentaires, si la trésorerie des entreprises est au plus haut, hormis les secteurs qui sont vraiment dans la difficulté, c'est bien parce qu'on a mis trop d'argent et que cet argent, finalement, il n'est pas utile, puisqu'il y a une partie de cette aide-là qui est allée en épargne. C'est donc on n'a pas compensé quelque chose qui s'est évaporé, on a créé... Il va se recycler. Pas encore. Oui, mais il a commencé à se recycler et il va se recycler. Il n'a pas commencé à se recycler, parce que l'épargne, aujourd'hui, elle n'a pas bougé, et la trésorerie des entreprises, elle est au plus haut. Un exemple, il n'y a jamais eu autant d'épargnants en bourse. Ça veut bien dire que l'épargne commence... on en parlera, mais ceux qui sont en bourse... La consommation a augmenté. À l'instant T, on est surtout sur des comportements de précaution. C'est-à-dire, même si on regarde les prêts garantis par l'État, effectivement, beaucoup d'entreprises ont bénéficié de ces prêts. Ils les mettent sous cloche, tout simplement, pour l'avenir. Parce que, grosso modo, si on regarde la problématique, que ce soit du côté des ménages, avec les attentes en termes d'évolution du taux de chômage, ou au niveau des entreprises, tout le monde a peur que lorsque ce soutien va s'arrêter, la vraie crise va émerger. Est-ce que c'est vrai ou pas? On verra bien. Mais là, on est surtout sur un comportement de précaution, que ce soit des entreprises ou des ménages. Juste un mot sur les ménages. Selon les attentes de l'INSEE, il faut quand même le rappeler, on a 80% des ménages qui s'attendent à une forte hausse du chômage dans les 12 prochains mois. Donc toute l'épargne qui est accumulée, elle ne va pas revenir dans l'économie très prochainement. Justement, on va en parler. Que peuvent faire les banques centrales qui ont l'impression de tout pouvoir faire si l'inflation repart? Pourquoi on parle d'inflation? Parce que c'est le sujet de la semaine sur les marchés. Imaginons que la crise sanitaire se termine. Alors on va imaginer ça. Imaginons que nous ayons une ambiance digne d'une libération. Christopher tout nu dans la rue en train d'embrasser les femmes et les hommes. Imaginons que... Mais pourquoi tout le monde rigole à cette image qui est pourtant une image de libération? Imaginons que les prix s'envolent, imaginons que tout le monde enlève le haut et les prix commencent à s'envoler. Que peuvent faire les banques centrales? C'est-à-dire, comment on peut justifier de continuer à injecter de l'argent, Valérie Pagnol, alors qu'on a une croissance économique de 5, 6, 7% et que les prix commencent à remonter? Marc, c'est pas ce qu'elles peuvent faire, c'est ce qu'elles veulent faire. Aujourd'hui, elles ont redéfini la question de cette manière, et notamment la Banque centrale des États-Unis qui nous a dit « je suis en capacité et j'ai bien l'intention de laisser l'inflation filer un certain temps parce que je pense que d'abord ça ne sera pas durable et que je privilégie la croissance ». On a de ce point de vue, quand même, fait un nouvel équilibre. On est passé dans un nouveau... Elles pourront le faire. Demain, l'inflation est à 3,5%, ce qui n'est pas impossible. Le marché arbitrera. Et là, effectivement, on peut avoir des repontifications de courbes extrêmement violentes et des hausses de taux long terme extrêmement violentes, sauf que les banques centrales achètent cette dette. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand elles peuvent faire ça sans faire... Parce que Christopher Dembig, là aussi, je ne suis pas économiste, mais ça me paraît... il y a des équilibres à respecter. Si on a une croissance de 4 ou 5%, si on a des taux d'inflation de 2%, j'imagine même pas des 4%, qu'est-ce qui justifie d'avoir un taux de 0,60 pour l'Italie, un taux négatif de 0,10 pour la France et un taux de 1% pour les États-Unis? Ce qu'il faut comprendre...
au niveau du marché obligataire, vous êtes quand même sur des marchés, en tout cas sur les pays développés, où vous avez des banques centrales qui sont des acteurs qui sont dominants. Et elles pourront continuer d'agir, non pas uniquement du fait des craintes inflationnistes qui pourraient être un facteur d'intervention ou de la croissance, mais la réalité, c'est que le mandat des banques centrales s'élargit tellement, et on voit que ce soit des deux côtés de l'Atlantique, c'est cet aspect changement climatique. Grosso modo, le changement climatique, on en pense ce qu'on veut, mais c'est la meilleure excuse aujourd'hui pour que les banques centrales continuent d'intervenir sur le marché pendant encore 10, 15, 20 ans. Je comprends, mais est-ce que c'est possible ? C'est-à-dire que là, on est en train d'aller contre le marché. Parce qu'il y a des équilibres, on ne peut pas avoir des taux à zéro avec la croissance et de l'inflation. La question, donc est-ce qu'on peut continuer à faire c'est une manipulation de marché. Est-ce qu'on peut continuer à manipuler les marchés durablement ? En tout cas, tant que... En théorie, la Banque centrale peut racheter autant qu'elle le souhaite sur le marché. C'est ce qu'elle fait notamment pour 2021, 2022. Donc il n'y a pas de risque. Donc, a priori, il n'y a pas de changement. Le risque, c'est politique. Au niveau notamment de la BCE, on voit déjà que les Allemands commencent à mettre en garde sur le fait qu'il faudrait être quand même prudent avec ces rachats d'actifs. Mais virtuellement, elle a toute la marge de manœuvre qu'elle peut. Alice ? Juste deux petites choses. Le risque, c'est la confiance dans la monnaie. C'est-à-dire que c'est évident qu'en fait, tant qu'on il y a des gens qui achètent du bitcoin en disant ça, d'ailleurs. C'est un des grands catalyseurs, on va dire, des monnaies numériques. C'est de dire on imprime tellement de billets de dollars et d'euros, et à un moment où ça ne vaudra plus rien. En l'occurrence, c'est pas ce qu'on voit. Donc tant qu'on ne voit pas ça, je pense que c'est un risque, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit arriver. Et deuxièmement, sur la question de l'inflation, c'est vrai que c'est étrange en fait de se retrouver sans véritable hausse des prix généralisés, mais on a quand même une hausse des actions, et donc d'une certaine manière ça pourrait être un certain type d'actifs qui bénéficie finalement, enfin d'ailleurs c'est le cas, qui bénéficie de cet accroissement de liquidité. Donc en fait la notion d'inflation est en train de changer, c'est plus la hausse généralisée du prix du panier moyen du consommateur, parce qu'on sait très bien que le progrès technique est en train de bouleverser les choses, que les questions d'énergie bouleversent aussi les choses, il reste et tout ça. Les prix alimentaires, les matières premières explosent, donc ça va coûter plus cher. D'accord, mais à mon avis c'est assez conjoncturel, mais bon, après ça se discute. Et un aspect pour rebondir sur ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi, il faut regarder l'inflation du point de vue générationnel. Si on regarde aujourd'hui, il y a pas mal d'études aux États-Unis qui vous montrent qu'effectivement, on a un réel problème inflationniste pour les jeunes générations, ce qui revêt l'aspect inégalité, tous ces mouvements Black Lives Matter. C'est très intéressant à mon avis. Et donc, il ne faut pas réfléchir. Alice a dit que ce que vous avez dit était très intéressant. Je ne sais pas si vous avez noté. Christopher est toujours très intéressant. Elle l'a vu dans la rue, c'est pour ça. Parce qu'elle l'a imaginé le journaliste. Elle a l'image maintenant de lui nu dans la rue. Le problème, c'est que ça va être compliqué de continuer à parler sérieusement. Complètement, on perd le fil des choses. On perd le fil de la rue. Donc il faut éviter de réfléchir en termes d'inflation des prix à la consommation, mais plus effectivement, je pense que l'aspect générationnel est aujourd'hui essentiel, et ça explique beaucoup de choses du point de vue politique, du point de vue inégalité. Et c'est pour ça que justement il y a un réel travail à avoir, que ce soit les banques centrales qui n'ont pas entamé, notamment sur ce niveau-là. Moi, ce que je crois, on avait eu l'occasion de l'évoquer, mais on sait qu'il y a un déséquilibre. Il faut regarder ça d'un point de vue bilan de l'économie mondiale. On sait qu'il y a un déséquilibre croissant entre la valeur des actifs et la valeur du passif, puisque la valeur du passif, elle est industriellement amplifiée par l'impression de monnaie par les banques centrales. C'est un chiffre que j'avais déjà cité. Depuis 2000, on est à x16, x17 pour la partie passif, à cause de la dette, et on est à x5, peut-être x6 sur la partie actifs. Donc, est-ce qu'il y a une limite ? La réponse est oui, évidemment. Maintenant, je pense que l'effort que les banques centrales vont essayer de faire, c'est de rééquilibrer ça, d'où la réflexion sur renforcer, ce qu'Alice avait évoqué à l'instant, si ça va se renforcer sur la partie actifs réels. Et donc, si ça se renforce sur le parti actif réel, ça peut permettre de catalyser l'accélération de la mutation. Sauf s'il y a une inflation un peu étrange des actifs réels. Ce qu'on voit quand même sur certaines valeurs de bourse, on en parlera tout à l'heure, ou sur l'immobilier, ou sur d'autres choses. Valérie, vous vouliez ajouter quelque chose ? Il y a deux choses. D'abord, la monnaie banque centrale n'est pas tout à fait la monnaie qu'on retrouve et la création monétaire au niveau du système bancaire. Donc, il y a quand même, il y a du crédit, il y en a beaucoup, et il y en a moins que. Donc il y a une marge de temps, une forme d'élasticité. L'autre aspect dans cette transition qu'on évoque, c'est-à-dire le jour d'après, où on arrête effectivement d'aider l'économie directement, c'est l'arbitrage entre que feront les États et que feront les banques centrales. Alors ça peut limiter ce potentiel effectivement inflationniste. Il n'y a pas de limite a priori. C'est dangereux, et c'est dangereux, comme le disait Alice, pour la confiance, parce que derrière il y a aussi certains qui disent annulons les dettes et continuons. Donc là ça devient beaucoup plus inquiétant. Et justement, on va se poser une question qu'on devrait tous se poser. Qu'est-ce que la crise a changé durablement dans l'économie et dans les entreprises ? La vie est pleine de surprises. Grégoire Saint-Hilaire, est-ce que plus rien ne sera comme avant après la crise ?
Pour les entreprises ou pour l'économie? Oui, je crois profondément. D'abord parce que la crise était un accélérateur de mutation qui était déjà engagé. On l'a vu sur le digital, on le voit sur la santé intelligente et on le voit sur l'innovation environnementale. On voit aussi qu'elle est en train de changer drastiquement la relation au travail avec la logique du travail étendu, pas forcément que du télétravail, mais du travail étendu. Et puis on voit bien que pour les générations les plus jeunes, le besoin de sens est en train d'émerger et d'amplifier d'ailleurs tout l'enjeu, tout l'aspect de la révolution environnementale. Donc, pour nous, chez Nextech, on se dit, c'est un accélérateur de tendances, de fonds qui étaient déjà en cours et qui signe une dimension réversible sur un certain nombre de choses. Par exemple, sur la partie green, sur la partie besoin de sens. Donc ça drive votre logique d'investissement aujourd'hui. Et donc ça drive complètement. Donc vous avez un investissement qui est thématique. Absolument. Sur ces thématiques-là. Nous, on pense qu'il y a 3 disruptions majeures qui sont en train de tout transformer. Le digital, la santé intelligente et l'innovation environnementale. Voilà, c'est... Alice, ça vous parle, ça? Oui, ça me parle. 7 ans. En fait, j'ai lu plusieurs études qui disent que c'est 7 ans qu'on a gagné, en fait, sur la digitalisation de l'économie, sur la robotique, sur tout ce qui est, en fait, techno. 7 ans. Et 7 ans, c'est énorme parce que, justement, quand on revient au sujet de valorisation, c'est-à-dire de la bourse, on se dit, bon, l'année dernière, ça a quand même pas mal monté, tout ce qui est techno, robotique et tout ça. Mais finalement, si on se dit que c'est 7 ans de hausse qu'on aurait dû avoir, finalement, ça n'a pas tant monté que ça. Et donc, je pense qu'il y a encore plein de place sur ces thématiques. Est-ce que l'économie ne sera plus comme avant, Christopher Demick? Alors, moi, je pense plus parce qu'on parle de nouveaux paradigmes, vous m'expliquez que tout a changé. Maintenant, il ne faut plus regarder les bilans, que les banques, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, les banques centrales. Moi, je vois les crises comme un accélérateur tendance, non pas comme un phénomène de rupture. Jamais. Jamais. Surtout jamais faire ça. Exactement. On me l'a dit. On est plus sur un phénomène d'accélération de phénomènes qui étaient préexistants, que ce soit pour les banques centrales, que ce soit pour les tendances. Alice en parlait, ça fait des années qu'Alice investit sur les domaines, par exemple, de la robotique. C'est une sacrée accélération. On a une accélération qui est importante. On dit ça chaque fois, mais passer d'intervention limitée d'une banque centrale à illimitée, c'est pas un accélérateur. Mais la question, justement, sur ce point-là, est-ce qu'on n'en discutait pas avant la crise, honnêtement? Moi, je me souviens très bien qu'il y avait déjà des papiers. C'était pas consensuel, je suis d'accord. Mais on en parlait quand même. Illimité, jamais. On parlait en tout cas du fait qu'on n'allait pas sortir des mesures accommodantes très rapidement. Le whatever it takes, c'était pour sauver l'euro, c'était en deux. Oui, mais... Et quand Greenspan et puis Bernanke ont commencé à amplifier ça, c'était déjà engagé. Donc je pense que ne faisons pas les innocents naïfs en disant... C'est un peu moi, ça. D'ailleurs, je me souviens, Marc, que vous disiez déjà... Je me souviens que vous disiez souvent qu'on était dopé aux liquidités. Vous faisiez pas mal de papiers dessus et c'était avant... le corona. Bon, Christopher Demick, ne m'énervez pas. Non, mais je ne vous énerve pas, mais vous voyez qu'on a raison. Ok, accélérateur de tendance, d'accord. Moi, je ne crois pas, mais bon, allez-y. Si, il y a vraiment ce phénomène, donc j'insiste, d'accélérateur de tendance. Par contre, il y a un élément, je pense, qui est un peu contrariant, mais qui n'est pas abordé, c'est que, et il y a pas mal d'études qui sont publiées en ce moment sur le fait que psychologiquement, vous allez avoir quand même toute cette population, et je ne parle pas de génération, toute cette population qui a vécu le Covid, les confinements, le télétravail à 100%, qui va être quand même, qu'il faudra gérer psychologiquement, que ce soit les États ou les entreprises. Et je crois, bon, le Japon est souvent un peu plus à l'avant-garde sur ce phénomène-là, je crois qu'ils ont nommé récemment un ministre, je crois, hein, c'est ça, je peux confirmer, pour s'occuper, gérer ces aspects-là. Mais on est Valérie Pagnol qui est japonaise, en fait. Vous tournez vers elle parce que personne ne le sait, mais en fait, elle est japonaise. Pas du tout, mais je savais que Valérie était au courant. Absolument. Donc, je pense que vraiment cet aspect impact psychologique du confinement va être quand même à gérer. Ça va créer une rupture, là, en revanche. Notre correspondante à Tokyo, donc. J'aimerais bien savoir si le métro à Tokyo va être un peu moins encombré le matin. Parce qu'effectivement, une des préoccupations, c'est le déclin des centres-villes, finalement. Pour le résumer, il y a cet effet télétravail, toute l'économie autour de ce qui se passe en semaine, les petits restaurants, les petites boutiques, le retail, tout ça est quand même déjà très impacté par cette situation. Et alors, on voit bien qu'il y a une partie de la population qui part et qui s'éloigne des grands centres. On en est à retrouver le vieux mythe de mettre les villes à la campagne. C'est une vieille histoire, hein, ça, du 19e siècle. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi un mouvement générationnel qui s'est accéléré, de jeunes qui, eux, au contraire, sont dans une logique d'être à 15 minutes de tout, à pied, et de retrouver, en fait, ou de réanimer les centres-villes d'une autre manière. Mais peut-être
peut-être moins autour des bureaux, parce qu'on sait très bien que cet immobilier-là va connaître des difficultés, et de l'autre côté, retrouver peut-être un cadre de vie différent dans les centres-villes. Juste une question, Christopher Dembicq, vous ne pensez pas que dans 3 mois, s'il n'y a pas de crise sanitaire, on reprendra tous nos mauvaises habitudes et que cette discussion sera totalement surréaliste? Je pense plutôt que sur l'aspect télétravail, etc., le fait qu'on soit allé à 100%, ça va peut-être inciter à moins aller dans ce domaine-là. Il y a malgré tout des aspirations, et vous le voyez, notamment à Paris, je crois que c'est le Paris des 15 minutes, quelque chose comme ça qui est mis en place. Donc il y a ces aspirations quand même là qui étaient là. Comment? Un truc de bobo, ça. Je te laisse dire ça. Mais indéniablement, ça reste en passe. Après, je crois réellement aussi qu'on va se rendre compte que le besoin de lien social qui est lié aux entreprises, malgré tout, est aussi important. D'où le fait, je suis assez sceptique quand même sur le télétravail, une expansion très importante. Pour moi, la crise va remettre en cause ça. Grégoire, une seconde. Juste dans les 3 mois, je pense que plus on va se rapprocher du moment de la fin de la crise sanitaire, qui quand même a priori se rapproche, il faut l'espérer, plus on va se rapprocher d'une espèce d'euphorie dont on ne doit pas sous-estimer l'impact sur la consommation et sur l'état d'esprit, le retour à la confiance. Que Dieu vous entende. Et ce sera les libérations, on n'en sera pas loin à mon avis. Que Dieu vous entende, Grégoire. Ça sera le mot de la fin de la première partie. On se retrouve pour une émission plus proche de la Terre en deuxième partie. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve avec après une première partie très animée avec Valérie Pagnol qui fait des cercles, des épargnants, c'est bien ça? Absolument. Donc Christopher Dembicq, vous avez cette image de Christopher Dembicq le jour de la Libération, j'en dis pas plus. Alice Labou du coup très troublée, imagine un robot qui ressemble à Christopher Dembicq et notre Henri IV de Gaulle de service. Grégoire Santil, l'enfant spirituel des deux, ça vous va? Voilà, avec la poule au pot, parfait. Allez, on parle tout de suite on est quand même en train de parler de votre argent, on va parler des marchés, parce que maintenant, avant, quand je parlais des marchés, ça intéressait personne, puisqu'en France, personne n'était sur les marchés, mais là, tous les particuliers sont sur les marchés, ils ont découvert une nouvelle passion. Tant mieux, des marchés qui sont toujours si proches des plus hauts, il n'y a même pas de correction, il n'y a pas de 5%, de 10%, ça n'existe plus, on va de plus en plus haut, et puis tout monte, y compris notre ami le Bitcoin, il paraît qu'il faut que j'en parle régulièrement, donc il est au-dessus de 50 000 $, et je suis un vieux con, puisque je n'en ai pas acheté. Que penser des marchés, Alice Labou? Est-ce qu'on marche sur la tête ou pas? Ah non, on ne marche pas sur la tête. D'abord, c'est bien que les Français se réapproprient leur épargne. C'est une très bonne nouvelle. Ils ont eu du temps pour se poser des questions et je trouve que c'est plutôt sain et bon. Vous ne pensez pas qu'ils sont passés de Winamax à Euronext, quoi? Peut-être certains, peut-être au crypto aussi. Peut-être au crypto aussi, mais tout de même, en fait, les gens ont eu du temps pour se poser des questions et tant mieux parce qu'en fait, ils ont besoin, je crois, de reprendre la main sur leur épargne. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, la valorisation, on en a un peu parlé en première partie. Il me semble que de toute façon, tant qu'on restera dans une période où on a des injections de liquidités et donc on frappe de la monnaie à nouveau, on aura toujours une hausse, je pense, des marchés actions, en tout cas pour les sociétés qui sont des sociétés de croissance, qui sont beaucoup de sociétés américaines, un certain nombre de sociétés européennes. Donc moi je dis que ça va continuer à monter. Grégoire, je sais que vous êtes plutôt un investisseur et que vous allez regarder les détails des entreprises, mais là j'aimerais avoir votre vision globale. Moi, je pense que le bon ratio, c'est ce que j'appelle le Buffett ratio. Okay. C'est le ratio de capitalisation boursière par rapport au PIB. On est à un niveau qui est historiquement élevé. Donc, je pense que c'est important d'être prudent, même si je partage le point de vue d'Alice sur un point. Parce qu'il est galant. Il n'est pas du tout d'accord, il dit je partage. Il vient de dire le contraire, mais pas du tout. C'est très bien, mais non, ça c'est un art. C'est parce que tant qu'on est dans une situation où il y a de l'impression de liquidité, et on voit que le plan de relance européen, il n'est pas encore arrivé sur les marchés. Exactement. Le plan des 1900 milliards aux États-Unis, même chose. Même chose en Chine, même chose au Japon. Donc ça c'est le premier point. Maintenant, à un moment, quand on est à des niveaux très élevés, ça va continuer probablement à monter, mais il faut regarder les fondamentaux.
Donc, il faut garder les pieds sur terre parce que les arbres ne montent pas au ciel. Et donc, il faut regarder les fondamentaux et regarder les boîtes. Est-ce qu'elles ont des vrais clients? Est-ce qu'elles font du vrai chiffre d'affaires? Est-ce qu'elles font des vrais profits? Est-ce qu'elles ont des bilans qui sont équilibrés? Voilà. Et est-ce qu'elles sont sur ce que nous on appelle chez Nextage des ascenseurs de croissance, parce que c'est des belles disruptions, c'est des belles anticipations sur les marchés, et voilà. Mais je sais que vous êtes fan de Warren Buffett. Qu'est-ce qu'il pense du Bitcoin? Je ne crois pas qu'il investit dans le Bitcoin. Et par contre, il est intéressant, il a vendu ses positions sur l'or qu'il avait constitué. Donc, est-ce qu'il y a un effet entre l'or et le Bitcoin? Je pense comme vous que le Bitcoin, c'est pas du tout la même solidité que... moi, je pense plus rien, parce que je disais ça à 10 000, ça vaut 50 000. Mais il vient de réaliser une énorme partie de sa position dans Apple. D'accord. Il a vendu, c'est ça que vous... Il a vendu, voilà. Si je peux me permettre, pardon, mais le vrai risque sur le Bitcoin et sur les cryptos, ce qu'il faut bien comprendre, mais c'est très important en fait de comprendre. À mon avis, on va continuer à être dans une période quand même de refuge, d'intérêt des particuliers, même sur les cryptos. Simplement, il y a un point qui est important, c'est que tant qu'on peut transférer du Bitcoin en dollars, c'est-à-dire tant que la banque centrale... Tant que c'est convertible, en fait. Tant que la conversion est possible, on va rester dans une période, avec des cryptos qui vont monter. La question, c'est est-ce que ça va continuer ou pas? La fin de la partie peut être brutale, mais... ça n'a pas l'air d'être le sens de l'histoire, puisque si les Américains avaient voulu supprimer cette parité, ils l'auraient déjà fait. Donc voilà, pour moi l'enjeu, il est surtout là sur les cryptos. Oui, Valérie Plagnol. Il y a un effet de demande très important. Alors, si on parle du Bitcoin, depuis que tous les grands investisseurs se mettent dessus, alors y compris, comment s'appelle-t-il, le patron de Tesla, Elon Musk, qui annonce un grand renfort de publicité qu'il en achète. La rareté joue en faveur du Bitcoin. Après, on en pense ce qu'on veut. C'est vrai que les marchés sont quand même très élevés. Moi, j'ai trouvé aussi très intéressant qu'une nouvelle génération s'intéresse à la bourse. Elle apprendra probablement à ses dépens, en partie, mais c'est très important parce que c'est de là que viendra le financement de l'économie. Et puisqu'il faut... c'est pas la première fois, hein. On a eu ça en 2000. Oui, j'oserais le rappeler. Il y a eu une nouvelle génération, on disait c'est formidable, ils achètent des boîtes Internet, des boîtes de l'avenir, qui vont rester, et qui sont plus âgés. Et surtout, ils prennent de la bouteille aussi, ils commencent à avoir du pouvoir d'achat. Donc ça devient intéressant. Au-delà des folies qu'on a vues avec GameStop et autres, il se passe quelque chose dont on doit tenir compte, y compris leur confiance dans l'intelligence artificielle pour prendre des décisions d'investissement. Et ça change fondamentalement l'approche du marché. Et après tout, les baby-boomers, les générations X, ils sortent un peu du marché et c'est eux qui prendront des risques. Pourquoi vous me regardez? Mais parce que je me regarde moi. Grégoire. Vous faisiez référence à 2000. En 2000, quand Amazon s'est introduit juste avant et qu'il y avait Henry Blodgett qui faisait ses analystes en disant qu'il prévoyait le cours à $400 et tout le monde poussait des cris d'orfraie sur Amazon. Même chose sur Google. On dit après il n'y a plus rien. C'est pas vrai. C'est vrai. Mais vous savez avant la crise, oui, mais j'ai bien corrigé. Vous avez raison, il faut le faire. Parce que parfois je dis n'importe quoi. J'ai pas dit ça. Très souvent, mais moi je. Mais il y a donc c'est intéressant comme parallèle précisément parce qu'il y avait des tendances qui étaient déjà engagées et qui sont amplifiées. On revient à ce qu'on disait, qui sont amplifiées par la crise. 90% des boîtes qui étaient cotées dans ce secteur ont disparu. D'accord, il en est resté 10%. Oui, mais aucune n'était rentable, hein, Marc. On parle quand même pas de la même chose, vous voyez. C'est pour ça que la sélectivité et les fondamentaux sont essentiels. Alors, on reste sur les marchés, je voudrais parler des aberrations de marché après, Christopher. Indéniablement, il y a du potentiel de hausse puisqu'on a une myriade de secteurs d'activité qui ont profité de la réouverture. Vous en parliez à juste titre, mais il y aura réellement un engouement à ce moment-là, donc ces secteurs-là vont être intéressants. En revanche, il y a quand même une problématique qui est plus sur les small caps, et vous êtes plus expert que moi. On va en parler. Donc, non, mais allez-y, c'est pas grave. Oui, effectivement, vous avez beaucoup de volatilité et aussi certaines entreprises où il y a un réel problème de rentabilité. Aujourd'hui, il y a quand même un excès de liquidité sur le marché et un excès aussi de perception de la liquidité qui arrive sur le marché, qui explique aussi toutes ces fortes valorisations. Très bien, mais justement, on va en parler. On va parler des aberrations. Je voudrais quand même en parler parce qu'on ne compte plus les entreprises, souvent des valeurs moyennes, hein, notamment à Paris, dont les cours s'envolent en bourse, alors que les chiffres d'affaires sont microscopiques et les pertes colossales. On a eu un truc aux États-Unis qui s'appelle Clubhouse. Les gens pensaient que c'était coté, c'est une plateforme, et ils ont trouvé ça génial, et ils ont pris la valeur qui n'a rien à voir, et ils l'ont fait monter à des valorisations totalement délirantes. GameStop, on en a beaucoup parlé, hein, c'était une révolution. Moi-même, j'ai
j'ai dit, c'est une révolution, voilà les particuliers, c'est très bien, qui s'attaquent au hedge fund, une nouvelle génération, ce qu'a dit Valérie, c'est formidable. Bon, GameStop, ça a fait quand même $2,483 il y a à peu près un mois, même un peu moins, ça vaut $49. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont acheté à 483. Vous qui analysez des entreprises, je me tourne vers les géants, Alice, je veux dire, vous dites quoi? Vous dites, bon, la semaine dernière, José Berros de Financière d'Échiquier nous disait, moi, je regarde pas, en fait. Je considère que c'est un autre monde. Bah, c'est pas grave, hein. C'est comme un casino. C'est pas mon domaine. Donc, je dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Je dis c'est pas mon domaine. Bon, pour ma part, j'investis très peu dans les petites et moyennes entreprises. Mais je pense. Non, mais il y en a des très belles, hein. Je suis pas en train de dire. Oui, bien sûr qu'il y en a des très belles. Mais c'est l'avènement, enfin, si vous voulez, c'est vraiment la suite de l'histoire des réseaux sociaux et de la mondialisation, de l'ultra-mondialisation. C'est un accélérateur d'une autre tendance. Non, mais c'est très intéressant de voir le développement de la notion de communauté. Oui. C'est-à-dire que véritablement, maintenant, comme c'est une nouvelle génération, ils font une communauté d'investisseurs, ils prennent des décisions ensemble, ils ont compris les mécanismes. On le voit sur Reddit, mais ça continue dans d'autres domaines, ça continue évidemment dans les cryptos aussi. Et donc, oui, ça peut paraître étrange pour les gens comme nous qui avons l'habitude d'étudier les sociétés, de regarder le chiffre d'affaires, la rentabilité, la croissance et tout ça. Mais est-ce que ça va continuer? Honnêtement, je n'en sais rien, mais les gens reprennent le pouvoir grâce à un téléphone portable. Vous êtes très dans la prise de pouvoir, vous. Oui, mais je trouve ça bien, en fait. Je trouve que ça fait du bien. Vous voyez. Vous voulez une révolution. Vous voulez que ça bouge, vous? Moi, je veux que ça bouge. En fait, vous avez envie de sortir, il faut que les restaurants... Non, mais moi j'ai créé une entreprise dans un domaine extrêmement masculin et d'un âge beaucoup plus bien supérieur au mien. Et je veux que ça bouge et je veux... Ça n'enlève rien à la qualité des gens de mon domaine. Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que tant mieux si les gens reprennent en main leur épargne, si les gens font des groupes. Oui, ça peut nous paraître complètement délirant, mais en même temps, c'est bien parce que c'est un sursaut de vie économique. On n'étudie pas assez l'économie à l'école. Et enfin, les gens s'y intéressent et moi, j'adore ça. Ça lui a fait du bien d'être en haut du podium. Hein. Euphorisant. Ouais. C'est mérité. Nous, enfin vous, Grégoire, vous regardez les boîtes, il y a très très belles PME, évidemment, c'est très belles PME cotées, hein. On en connaît plein. Mais quand vous voyez ces boîtes qui à côté, d'ailleurs, c'est même pas la faute des dirigeants. Hein. Moi, j'ai eu des dirigeants cette semaine qui me disaient, je comprends même pas, ma valeur, elle a pris 50% dans la journée, 60% du capital a tourné dans la journée, j'ai rien dit. Mais je pense que c'est pas une problématique petite boîte ou grande boîte. On voit des aberrations, aussi bien sur des grandes capis que sur des petites. Vous avez raison. Ne faisons pas de ghetto là où il n'y en a pas besoin, parce que vraiment il y a des endroits où des aberrations massives et dans des proportions quasi illimitées. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pour ça qu'il faut être super sélectif là-dessus. Je voyais une boîte qui s'appelle ITM en Grande-Bretagne ils font 19 millions de chiffre d'affaires et ils sont à 2,9 milliards de capi. Bon, écoutez, même si c'est de la séparation, la production d'hydrogène par séparation, je sais bien que l'hydrogène est porteur, mais quand même, il faut du temps pour parcourir de 19 millions de chiffre d'affaires jusqu'à 2,9 milliards d'euros de livres de capitalisation. Bon, troisième point, on revient à l'aspect sélectivité. C'est une expertise, c'est pour ça que Trecento, c'est pour ça que NextEdge, etc. C'est ça notre métier. Et il faut, quand on gère de l'argent pour le compte de gens qui vous font confiance, vous êtes obligé d'être sélectif. Ça ne veut pas dire que vous vous trompez jamais, mais ça veut dire que c'est comme ça que vous faites. Nous, en ce moment, on a fait des très jolies sorties sur Drouot, avec Ortec et Soléo dans la dépollution des sols. Donc on fait des sorties à 20, 30, 40% de TRI. Et c'est bien. Voilà, c'est aussi. Donc vous aussi pour la révolution. Voilà. Vous qui êtes une influenceuse un peu ce qui est à la finance pour les épargnants, ce que Kim Kardashian est pour l'esthétique, qu'est-ce que vous dites à vos followers? C'était Christopher qui pensait que je parlais de lui. Non mais Kim Kardashian. Mais je prends le compliment, merci. Là, je vous en prie. Mais non, ce que je leur dis, c'est de rester prudent et surtout de ne pas confondre. Enfin, c'est pas tellement à eux que je parle. En l'occurrence, c'est à ceux qui aimeraient mettre la main sur leur argent et leur épargne, ce qui me paraît tout à fait aberrant. Et aujourd'hui, l'épargne des Français qui a été accumulée, qui a été voulue comme telle, parce que ne l'oubliez pas, on a mené une politique budgétaire d'aide aux ménages. Donc il est normal qu'une partie de cette épargne se soit accumulée. C'est une épargne forcée.
on l'a déjà vu au 3e trimestre, on l'a revu en décembre, les gens dépensent quand ils en ont les moyens et la possibilité matérielle cette fois-ci, ils le font. Certes, il y a une part d'épargne de précaution qui s'est constituée. Maintenant, si vous voulez faire peur aux épargnants, c'est pas une cagnotte. On n'est pas là pour les taxer, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils le font. L'argent ne dort pas sous un matelas. L'argent est dans les comptes, même dans les comptes courants. Qui est-ce qui a dit que l'argent dormait? C'est moi. Beaucoup de gens le disent. C'est vrai que... Attendez, 600 milliards dans les livrets et dans le cash en banque. Il n'y a pas dites-moi que ça dort pas. C'est 900 milliards entre le livret A et le PEL. Et le cash. Et ensuite, il y a à peu près 1500 milliards d'euros sur les 1800 milliards d'euros. Donc il y a 2500 milliards. Cet argent ne dort ça pas. Non, ça d'abord pas, parce qu'il y a le système financier, les banques qui sont... L'argent qui est dans le, qui est sur le compte, l'argent qui est sur le compte courant. Marc, laissez-moi terminer. Il n'y a pas eu de déformation dans le comportement d'épargne des ménages. En fait, effectivement, une partie de cet argent est attentiste sur les comptes courants, mais et de manière importante, je ne vais pas vous nier ce fait, mais ça n'est pas une déformation durable des comportements. Vous le savez, nous venons de sortir notre baromètre annuel. Les gens, de toute façon, préfèrent des rendements faibles et de la sécurité, de la disponibilité. C'est zéro. C'est zéro quoi? Sur les comptes des banques, il y a des centaines de milliards qui dorment sur le compte bancaire. Attendre, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont. Mais ils ont dépensé. Vous avez une contribution au PIB, les 18% de hausse du PIB au 3e trimestre, 10% viennent de la consommation. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Grégoire Saintil voulait rajouter quelque chose. Même chose que ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y avait déjà 2500 milliards d'euros d'épargne qui rapportaient pas grand-chose et qui sont un truc au milieu. Et l'enjeu de la France, et d'ailleurs la clé pour sa sortie, ce sera la mobilisation, non pas juste de l'épargne accumulée pendant la crise, mais la mobilisation de ces 2500 milliards d'euros dans son économie. Vous voulez piquer l'argent des épargnants? Mais non, surtout, vous avez des produits pour le faire désormais, et les gens commencent, parce qu'on a une baisse tendancielle des taux, à venir sur des rendements plus longs. L'idée de faire des fonds de pension et aujourd'hui du PR, ça bouge. Ça bouge lentement, mais ça bouge. Et c'est ça qui est important. Tout ce qui vous allez dans le sens d'Alice, il faut que ça bouge. Mais absolument. Tout ce qui est fait pour faire peur aux épargnants, et aujourd'hui on leur fait peur, va aller dans le sens contraire. Alors là, si vous voulez voir des gens acheter du bitcoin et de l'or, parler d'annulation de dette, parler d'impôts Covid, parler de fiscalité ou de grand emprunt, et vous allez voir comment ça va se passer. Bah oui, je lui dis arrête de faire ça. Bon allez, on va passer au mot de la semaine qui vous a marqué, Alice. Quel est le mot qui vous a marqué? Alors moi, ça s'appelle Tina. T-I-N-A, there is no other alternative. No alternative. Donc en fait, c'était pas mal parce qu'en fait, c'est Margaret Thatcher qui avait repris cette expression dans les années 80. Et donc l'idée, c'est de dire... Et Dieu sait que Margaret Thatcher est un modèle pour moi. Surtout pour moi. C'est très intéressant parce que j'ai pas mal d'amis aux États-Unis avec qui j'échange, des gérants de fonds ou des family office, et qui me disent tous « there is no other alternative ». Il n'y a pas d'autre alternative que d'investir sur le marché action aujourd'hui. Toutes les autres classes d'actifs ne sont pas intéressantes en termes de perspective de croissance. Alors quand je dis marché action, ça c'est côté et de mon côté, ça peut être aussi bien. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est vraiment sur Tina, et ça va continuer pendant plusieurs semaines, je crois, ou plusieurs mois. Grégoire Saintil, quel est le mot de la semaine pour vous? Hidden Champions, les champions cachés. La Chine a annoncé un plan massif d'une ampleur dont on n'imagine pas la taille, pour arriver à faire de ces champions cachés de son économie des champions qui deviennent des champions mondiaux. Et de ce fait, ils se sont inspirés pas mal de ce que l'Allemagne a fait autour de son Mittelstand, en disant c'est pas les tout petits, les start-up, c'est pas ça, mais c'est les entreprises de taille moyenne, et on va en faire, voilà. Et il se trouve que c'est la thématique sur laquelle on investit chez Nextech depuis 2002, et je pense que l'enjeu pour la France en particulier, mais pour l'Europe aussi, ça va être les champions cachés et comment est-ce qu'on les fait grandir, parce que dans les territoires, c'est ça qui crée du lien, c'est ça qui est au cœur du tissu, et c'est là où se trouvent les pépites. D'accord. Et vous êtes aussi très focalisé, parce qu'il y a beaucoup de PME, moi, que je rencontre, cotées ou non cotées en bourse, qui disent il y en a marre de mettre toujours le focus sur la French Tech. Si on n'est pas dans la French Tech, on n'existe pas. Alors que nous, on est des PME de croissance, on fait 50% d'augmentation de chiffre d'affaires, on gère des trucs, on a du chiffre d'affaires, on a de la rentabilité, on est nulle part. Et ça ne les empêche pas d'innover, soit sur du digital, soit sur de la santé intelligente. Donc vous comprenez leur coup de gueule? Mais bien sûr.
D'accord, il y a trop de focalisation là-dessus. L'enjeu, une des clés, c'est la diffusion de l'innovation. C'est pas juste de l'hyperconcentration de l'innovation sur une bande d'ingénieurs qui sortent de l'X ou des mines. Là-dessus, c'est pas juste ça. Christopher Damick, le mot de la semaine pour vous. Surprise, en lien en fait avec les ventes au détail aux États-Unis, elles ont connu une hausse qui était sans précédent historiquement, plus 5,3%, et ça lie un peu avec les discussions qu'on a eues précédemment, à savoir que effectivement, bon, cette hausse, il faut l'expliquer, elle est notamment liée aux chèques de $600 qui ont bien sûr bénéficié aux ménages américains, mais derrière cela, comme ça reflète aussi le fait qu'on va voir, lorsque les restrictions vont être levées ou en grande partie levées, on va avoir quand même un boom extrêmement important de la consommation, extrêmement élevé bien sûr aux États-Unis, et ça va avoir quand même un effet économique extrêmement conséquent à minima sur 2021. On va revenir sur le débat du début. Donc, et avec ça, des banques centrales qui continuent à injecter de l'argent. Oui, parce que vous aurez la nécessité d'avoir d'autres challenges en face. Valérie Plagniol, il va me rendre fou. Vous savez que moi, je suis un peu... Il le fait exprès. Je suis un peu chinoise aussi. Parce bon, mais vous étiez japonaise. Oui, c'est pour ça. Alors, mon mot de la semaine, mon nom de la semaine, c'est Taïwan, avec deux autres mots derrière. En fait, c'est guerre commerciale et semi-conducteurs. Aujourd'hui, l'île de Taïwan se retrouve vraiment à la charnière, et de manière, à mon avis, assez inconfortable pour elle, entre la Chine et les États-Unis. Il ne faudrait pas oublier que la guerre commerciale est là, que TSMC, donc cette grande manufacture de semi-conducteurs, vient de signer un accord pour implanter une usine aux États-Unis de fabrication de semi-conducteurs, et qui vont se retrouver très déchirés entre la capacité qu'ils ont eue jusqu'à présent à cloisonner leurs relations entre d'un côté les États-Unis et de l'autre la Chine, parce que c'était un véritable co-développement, et le fait qu'on a deux grandes puissances qui vont probablement vouloir développer leurs propres standards. Et nous là-dedans? Et nous là-dedans, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? La ce que vous venez de me dire, là, je viens de prendre un coup là, pour le week-end. Mais on a intérêt à se tourner et aller voir ce qui se passe là-bas, parce que c'est vraiment... Pour les chercher, nous, ils sont bien cachés, les champions de... C'est une île à pouvoir d'achat extraordinaire. J'ai visité il y a longtemps, mais pouvoir d'achat, démocratie, bien-être, Taïwan, c'est assez extraordinaire. Pour l'instant, ça va pas durer. Allez, on passe tout de suite, je sais que vous êtes tous très angoissés, il y a une bonne surprise, on passe tout de suite au top 3. Bon, alors vous n'êtes pas première, mais vous êtes deuxième. Benjamin Rousseau, Cogefi, 21,3%. Alors lui, il fait un carton, il est venu en octobre, il nous a conseillé Flatex, ça fait 40% depuis le début de l'année. LPKF, Streamwide, 50% depuis le début de l'année. Hightech, il va falloir qu'on le reçoive, je crois qu'on le voit la semaine prochaine. Alice Labou, vous êtes juste derrière avec 12,3%, c'est quand même pas mal alors que vous étiez déjà leader l'année dernière. Et Grégoire, vous êtes numéro 3. Bonne surprise, et j'ai même pas manipulé les chiffres, ce que je fais habituellement. Pour une fois, je ne l'ai pas fait. Alice, je vous donne votre portefeuille, vous me dites ce que je fais. Donc, vous avez un truc pour moi, en pensant à moi, vous aviez acheté du Orpea. Oui. Donc ça, on garde, j'imagine. On garde. ABB. On garde. IPG Photonics. On garde. Teradyne. On garde. Alors là, vous avez fait un carton avec ce truc-là, XO Bionics, 34,6% depuis le début de l'année. Oui, et ça, c'est les exosquelettes. Ouais. Alors, et je vais vous dire quelque chose, je double la position. Quand on a des gens comme Christopher Damick, on n'a pas besoin d'exosquelettes. Je double la pose. Insulette. Je garde. Cellink, 30,3%, vous m'avez conseillé il y a un an. Oui. 30,3% depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année dernière, ça a pris plus de 200%, quelque chose comme ça. Ça fait quoi, rappelez-nous? En fait, c'est des tissus humains, c'est de l'imprimante 3D pour des tissus humains, c'est extraordinaire. C'est j'en garde et j'en remets et je... Mais est-ce que vous êtes la vraie Alice Labou? Parce que peut-être qu'avec tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes un clone. Ah non, mais moi je suis obligée de me cloner, je dirige une société. Parce que vous êtes sur une autre chaîne en même temps. Donc je suis clonée en fait, on est plusieurs. AstraZeneca. Je garde. Ouais, bon, ça va pas mal, ça va. Ça va. Qu'est-ce qu'on achète là? Olympus. Un grand changement, une société japonaise. Alors, société japonaise qui historiquement faisait des caméras, un peu grand public, et plutôt connue pour ça. Elle a 100 ans d'historique. Et bien, Olympus a changé. A vendu toutes ses activités, caméras, grand public et tout ça. Maintenant, ils font des petites de l'endoscopie et notamment en fait des caméras dans le domaine médical. Et ils sont devenus très très forts en matière d'urologie. Ils ont deux segments qui sont. Ah là, vous nous ouvrez l'appétit là, c'est sûr. Ah oui, c'était fait exprès. C'est magnifique avant le week-end. Oui. J'espère qu'il y a des gens qui passent à table. Allez-y. Non, mais surtout en fait. On en rêve en fait. Il y a de plus en plus de robotique, de miniaturisation grâce à leur progrès technique extraordinaire qu'ils ont développé. On a hâte de l'essayer. Oui. Alors à la fois, ils veulent vous regarder à l'intérieur et voir si vous avez un problème, mais en même temps, ils arrivent à traiter et donc c'est de moins en moins invasif. Et pour moi, ce changement d'histoire de cette entreprise, c'est-à-dire qu'il passe de quelque chose finalement qui est facile à copier et qui est grand public à quelque chose de médical et de très robotique, à mon avis, la suite de l'histoire va être sympathique en bourse.
Bon, on vous souhaite le même parcours que depuis un peu plus d'un an. Merci. Grégoire Santil, bravo. Numéro 3. Altamir, 16,4% de hausse. C'est grand seigneur quand même, parce que c'est un concurrent un peu. Oui, mais c'est bien. Ouais, c'est bien. On reconnaître. garde, j'imagine. Hein, oui, absolument. Vous avez acheté du Dassault Systèmes, 12,8% de hausse depuis le début de l'année. J'imagine qu'on garde. Et oui, parce que c'est autour de la santé intelligente. Ils sont en train de faire des choses extraordinaires. On les connaît plus sur la partie industrielle. Ouais. On sous-estime la révolution qu'ils sont en train de faire dans ce domaine-là. Wendel, on garde. J'en ai pas parlé. Si, vous nous aviez conseillé. Oui. Fontaine-Pajot. Oui, la réponse est oui. 12,7% Je pense que l'appétit pour ce qui se passe de l'autre côté de la mer est plus fort, de l'autre côté de la plage, est plus fort que jamais. Absolument. Qu'est-ce qu'on achète? Alors, trois valeurs. Ah oui, donc vous venez carrément avec 3 valeurs. Athème. C'est une boîte qui a racheté une entreprise qui s'appelle Anevia et qui est un des acteurs les mieux positionnés sur le end-to-end dans le domaine de la vidéo, dans le domaine du digital. Or, l'accroissement est sur la fibre et avec la 5G de tout ce qui se passe en vidéo, de tout ce qui se passe sur la bande passante, évidemment amplifie ce qu'on peut faire. On voit bien l'impact de Netflix représente à lui seul presque 40% de la consommation de la bande passante aux États-Unis certains soirs. Donc, Athème, c'est une fois que j'appelle les côtés à Paris. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, Pharmagest. Ouais. Ils sont dans un domaine de la santé et ils travaillent de manière très pertinente. C'est une valeur qu'on détient chez Nexage aussi, comme Athème. Et autour de la gestion du dossier par les pharmaciens, de toutes les prescriptions des patients par les différents médecins, etc. C'est sûr que c'est le sens de l'histoire. Et ça, c'est le sens de l'histoire. Troisième et dernière valeur, Hermès, je pense qu'on est dans une situation où le boom... J'ai remarqué la cravate. J'ai remarqué la cravate, je me suis dit, il a voulu faire un... Bon, bien joué. Ils sont investisseurs chez nous. Le boom de la consommation qu'on va expérimenter au moment de, non pas de la libération, mais de la fin de la crise sanitaire, et il expérimente déjà en Chine, dans des proportions considérables, et... ça fait partie des valeurs, je crois, encore, qui ont du parce sens. Que c'est quand même déjà des sommets historiques. Hein. Oui, mais il y a des fondamentaux qui sont... c'est répondre à la demande. Hein. Et leur principal problème, c'est répondre à la demande. La libération, c'est pour quand on verra Christopher tout nu, c'est quand? Oh, alors là, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Vous avez des robots, des squelettes, des machins, des trucs, vous n'avez pas une boule de cristal pour nous déjà, donner la soyons date libérés dans nos têtes, hein, essayons de sortir de cet environnement extrêmement tristoun et déprimant. Et il faut continuer à se battre. Il faut continuer à se battre, il faut acheter des actions, il faut acheter des actions pour les enfants plutôt que d'ouvrir des livrets A, il faut changer les choses et c'est ce qu'on est en train invité. On se retrouve la semaine prochaine et on me dit dans l'oreillette que l'émission de la semaine prochaine sera exceptionnelle.